Alors, nous allons reprendre en accueillant Renaud Évrard, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine. Et son domaine est la psychologie clinique et la psychopathologie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai été très heureux d'écouter déjà tout ce qui a pu être dit là-dessus. Donc, on a déjà parlé d'Ernesto De Martino. Je vais rebondir à ce sujet-là et je vais parler, moi, d'expérience de mort imminente ou de transe de mort imminente, résumant un peu des travaux que j'ai publiés récemment à ce sujet. Alors, il faut que ça marche. Donc, Ernesto De Martino, donc cet anthropologue italien, a pu montrer que dans notre société, il y avait finalement une sorte de préjugé, un principe suprême qui était érigé, qui était celui de l'unité transcendantale de la conscience de soi. Donc, c'est l'idée d'avoir un esprit dans un corps et de finalement penser que cette présence, elle est garantie, elle est décidée. Et c'est le modèle de toute présence possible dans le monde historique et culturel. Il n'y aurait pas de réalité d'une absence de cet esprit dans un corps. Et toute forme de dissociation de la personnalité a été beaucoup pathologisée très souvent dans notre culture. Mais il étudie un terrain anthropologique assez large finalement qui montre l'étroitesse de notre horizon. Il appelle cela le monde magique. Ce n'est pas seulement en Italie du Sud, c'est à plusieurs endroits une forme de civilisation où l'être au monde individuel apparaît comme un résultat média, instable, intermédiaire. Et dans ce monde, il y a donc un risque suprême de l'absence. Par exemple, à travers la possession par les esprits dont on a parlé, mais également, ça invite à fournir des efforts, ça contraint même à fournir des efforts pour fonder l'individualité. Et donc, des pratiques de dissociation vont produire des élargissements de la conscience, on en a vu quelques-unes, qui nous font alors prendre conscience des limites du modèle précédent. Donc, ce qu'il va appeler la crise de la présence, ça revient à considérer l'unité personnelle comme une apparence susceptible de subir des modifications. Et cette crise, pour De Martino, va constituer le pivot de nombreuses civilisations. Et il ne voit pas dans ces expressions non ordinaires du psychisme humain des régressions, mais plutôt des créations culturelles, des moyens de canaliser socialement certaines choses de façon constructive. Donc, ça fait partie de rites, ça fait partie de mythes qui sont appréhendés par De Martino comme des dispositifs techniques qui sont censés induire artificiellement cette dissociation au sein d'un régime d'existence ordinaire de la conscience, qu'il appelle donc la présence, afin d'instaurer un régime de conscience autre dont le but ultime est de réintégrer et de stabiliser cette présence initiale, dont un horizon institutionnel défini. C'est-à-dire qu'il donne effectivement un rôle thérapeutique à certains de ces états non ordinaires, mais il le combine également avec des fonctions beaucoup plus sociales. Dans mon exposé, je vais montrer comment cette déconstruction du principe suprême d'une unité intouchable de présence m'a inspiré une nouvelle lecture d'une certaine expérience de dissociation, la transe de mort imminente. Alors, je vous présente un témoignage d'expérience de mort imminente qui a été publié anonymement en 1948 par un soldat qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, dans une période où c'était tellement peu connu, ce type de témoignage, qu'il l'intitule d'ailleurs « Out of Body Experience ». Donc, il explique que sa voiture, sa Jeep, s'est pris une mine, a explosé, et là, il se retrouve sur le sol, dans un champ. Mais il a conscience d'être deux personnes à ce moment-là parce que, effectivement, ses vêtements et tout le reste était en feu sur le sol. Il agitait ses membres dans tous les sens, il poussait des gémissements et il baragouinait de peur. Donc ça, c'était lui. Mais il y avait un autre moi qui flottait dans les airs, à environ 6 mètres du sol, d'où il pouvait voir non seulement son autre moi sur le sol, mais aussi la haie, la route et la voiture, qui était entourée de fumée qui brûlait ardemment. Donc il a une vision holistique, globale de la scène. Et il se souvient très distinctement s'être dit « ça ne sert à rien de baragouiner comme ça, roule-toi sur toi-même et éteins les flammes ». Et son corps terrestre a fini par faire cela, il s'est roulé tant et si bien dans un fossé sous la haie, où se trouvait une flaque d'eau, que les flammes se sont éteintes. Et à ce stade, il dit « je suis soudainement redevenu une seule et même personne ». C'est un exemple qui, à mon avis, montre la duplicité à l'œuvre dans ce type d'expérience. L'individu est à la fois dans ce corps qui se débat, qui gémit, et dans ce moi qui supervise la scène et qui est capable d'une analyse froide, pragmatique, rudement efficace.
Et la description laisse entendre que le mouvement qui a permis au corps de rouler sur le côté humide n'était pas totalement volontaire. C'est une sorte de domestique loyal, finalement, ce corps, qui a suivi opportunément une suggestion opérée par le moi flottant. Donc l'histoire n'a pas besoin d'être très longue, hein. Elle démarre avec l'explosion du véhicule, le danger mortel qu'elle fait courir à son occupant, et elle prend fin dès que la menace est évacuée. Entre les deux, il y a une forme de disjonction, puis une réintégration. Donc, ça ne correspond pas effectivement à la représentation classique qu'on donne des expériences de mort imminente. Donc, je reprends le moment à m'en expliquer. Il y a habituellement l'hypothèse que l'esprit s'évade du corps, mais ça n'expliquerait pas, dans un cas comme celui-ci, comment ça se fait que ce corps est toujours en train de bouger et de baragouiner. Qu'est-ce qui l'anime encore à ce moment-là? Quelle forme de présence? Quant au modèle qui ramène l'expérience de mort imminente à une illusion du cerveau mourant, elles ne rendent pas compte de la perspective en surplomb de la situation, tant sur le plan visuel que sur le plan intellectuel. De plus, cette hallucination que serait le MI dote l'individu d'un sang-froid qui est absolument nécessaire pour son sauvetage. Et donc, à force de vouloir tout faire rentrer dans une case réductionniste ou expansionniste, mais une seule case, soit en réduisant le corps à un vulgaire véhicule de l'esprit, soit l'esprit à une sécrétion du corps, il me semble important en réalité d'en créer deux. Alors, classiquement, les chercheurs ont soutenu l'homogénéité de l'EMI. Ça serait une seule et unique expérience. Et donc, ils ont tenté de rendre compte de sa phénoménologie particulièrement paradoxale en introduisant une séquence, un séquençage. La première partie, ce serait l'impression de sortir de son corps ou décorporation, portion autoscopique de l'EMI, et à partir de là, le sujet a l'impression de percevoir son environnement depuis l'extérieur. Et souvent, c'est présenté comme le premier temps de l'expérience, sauf que ça arrive en réalité sur une expérience sur trois, effectivement plutôt au début, mais ce n'est pas systématique dans toutes les expériences. Une étude récente en français de 154 EMI va mettre que c'est dans 35% des EMI qu'on va trouver cette expérience, et plus souvent au début, effectivement. Donc, ça va être appelé une phase de décorporation suivie ensuite d'une phase de transcendance. D'autres chercheurs, un psychiatre américain et ses collègues, vont décrire une séquence possible où d'abord le sujet se focalise sur le danger dans l'environnement et fait tous les efforts possibles, quand les circonstances le permettent, pour se sauver. Et puis, s'il est amené à capituler ou qu'il n'a aucune chance de s'en sortir, son attention est redirigée vers des expériences internes, dont ce qu'on appelle la mémoire panoramique, la grande revue de vie. Et donc, il explique, Russell Noyes, pourquoi les sujets de sa cohorte, dont les expériences sont chargées d'éléments transcendantaux, donc beaucoup plus mystiques, le tunnel, la lumière, etc., sont principalement ceux qui ont été confrontés à une maladie grave et non à un accident qui aurait pu être évité. En tout cas, cette séquence ne convainc pas tout le monde. Pardon. Il y a une chercheuse américaine spécialiste de toutes ces questions qui va plutôt parler de phases parce que ça rend compte de davantage d'expériences où des sujets vont, plutôt que de parler de phases, elle va parler d'aspects, c'est-à-dire que c'est des aspects simultanés de la même expérience et non pas une séquence. Elle va parler d'un aspect matériel très ancré finalement sur le présent et un aspect transmatériel qui en décolle. En tout cas, le soldat dont je vous ai parlé de l'expérience et d'autres témoins expriment clairement leur impression d'avoir été deux êtres à la fois par une sorte d'ubiquité psychique. Alors, cette expérience, elle me semble hétérogène et je m'appuie sur des données obtenues des années 70 par des chercheurs donc américains qui ont fait passer des questionnaires à des rescapés d'accidents et qui ont remarqué en fait trois facteurs qui expliquent leur vécu. Un facteur de dépersonnalisation, hein, finalement des défenses psychiques mises en place pour atténuer toute émotion qui serait potentiellement désorganisante. Finalement, ça évite la panique. Et puis, il y a un autre facteur qui ressort, c'est l'hyperalerte, l'hypervigilance, d'une certaine façon. Ce sont des sujets qui vont penser plus vite, agir plus précisément, percevoir de façon beaucoup plus fine. Et donc, il y a quelque chose de cette expérience, et c'est majoritairement ce qui ressort le plus, qui est plutôt une amélioration de leur état de conscience et de leurs compétences à ce moment-là. Et puis, pour certains de ces sujets, dont on a dit effectivement qu'ils avaient capitulé ou que l'expérience avait tourné court, on va voir apparaître plus d'éléments mystiques.
Donc, pour ces chercheurs, l'idée, c'est finalement que ce n'est pas si homogène que ça, cette expérience de mort imminente, c'est plutôt hétérogène. Et il y a des processus psychiques contradictoires mais juxtaposés. Il y en a un qui est orienté vers la fuite de la situation effrayante, tandis que l'autre est orienté vers la lutte contre la menace mortelle, et simultanément. Donc, l'idée qu'il y ait une séquence systématique, ça n'a pas été vraiment prouvé empiriquement, mais il y a bien des sujets qui vont rapporter un aller-retour entre ces deux visions. Parfois, l'attention va s'accrocher sur un aspect ou l'autre de l'expérience en fonction de l'évolution du danger, de la perception de la situation. Mais en réalité, les sujets, quand ils rapportent ces expériences, nous rapportent des éléments très paradoxaux, contradictoires, amenant à la fois avec cette lutte contre le danger et cette fuite du danger. Noyes et le psychologue clinicien Roy Cléty vont essayer de proposer un tableau de cette division subjective entre un soi observant et un soi participant. La personne observatrice, je cite, se retire du participant en danger et regarde la scène comme une tierce personne désintéressée. C'est effectivement ce que rapportent pas mal de gens. Alors, les éléments qui sont présents lors des récits vont être listés selon 8 caractéristiques opposables 2 à 2. Le soi participant expérimente des mouvements et des pensées accélérés. Le soi observant est marqué par une impression de ralentissement et des mouvements et des pensées. Le soi participant, lorsqu'il vit des émotions de façon intensifiée, le soi observant, lui, ne ressent pas d'émotions, ou alors de façon atténuée, qui laisse place à une sorte de calme olympien. Le soi participant se voit doté de perceptions plus affûtées, d'un contrôle accru, d'une plus grande familiarité avec la scène, de souvenirs panoramiques, d'une meilleure conscience du corps et d'une proximité plus forte avec l'espace environnant. Tandis que le soi observant, c'est l'autre colonne, présente les caractéristiques inverses, des perceptions atténuées, des phénomènes d'automatisme, un sentiment d'irréalité, une perte de mémoire d'une partie de l'expérience, un détachement par rapport au corps et enfin l'impression d'être spatialement éloigné. Ce découpage est intéressant, mais il n'a pas vraiment de base théorique qui permettrait vraiment de lier convenablement, conceptuellement, ces différentes caractéristiques. En tout cas, ces auteurs opposent bien ces mécanismes, l'un qui concerne la mise en zone sûre et le second qui est employé par l'individu dépersonnalisé pour se défendre contre la mort et l'effroi qu'elle produit, dans une perspective du coup beaucoup plus détachée. Donc ça se rapporte à d'autres choses qu'on a pu trouver déjà dans la littérature, notamment le modèle cybernétique des émotions de Pribram et Melges sur les processus préparatoires et participatifs, où on arrive à une combinaison de processus défensifs et offensifs face à une situation complexe de danger. Et là, finalement, on n'est pas face à un réflexe. Cette machinerie, elle tient plutôt d'une réaction psychosomatique assez complexe. En tout cas, le point essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas une expérience homogène, l'EMI, mais plutôt hétérogène, mue par ces vents contraires, la tentative pour fuir et pour se battre en même temps. Dans les statistiques de leur échantillon où ils ont fait passer des questionnaires, il va y avoir, ce qui ressort le plus comme caractéristique, l'impression que le temps extérieur ralentit pour plus de 70% des participants. Et autant de participants vont avoir l'impression que leurs pensées sont accélérées. À quoi ces deux phénomènes peuvent-ils bien servir? Il y a donc des changements dans les perceptions, dans les pensées qui sont accompagnés de certaines étrangetés. Et un psychiatre dans les années 60 allemand qui s'appelle Max Micoré formulait déjà l'hypothèse que cette dilatation du temps perçu permettait de reconnaître la situation catastrophique et d'y parer. Mais si on échouait, on basculait dans le registre mystique et que finalement, la fonction première de la revue de vie et d'autres événements transcendantaux, c'était plutôt d'avoir une sorte d'effet euthanasiant, disait-il, qui accompagnait en douceur l'abandon de la vie. Donc, il y a plein d'hypothèses psychologiques pour tenter de rendre compte de tout ça, mais il y a quand même un aspect assez étrange, c'est qu'il y a chez ces sujets, beaucoup d'entre eux qui vont apporter des mouvements automatiques qui leur ont permis de mettre en place des stratégies de sauvetage dont ils ne savaient pas forcément capables, par exemple pour éviter un accident de voiture, pour amortir une chute en plantant le piolet au bon endroit avec des réflexes incroyables. Et ce sentiment qui va de pair, qui est un sentiment d'invulnérabilité face au danger, et qui leur a permis parfois d'avoir l'impression d'un contrôle magique sur les choses. Donc leurs corps vont accomplir les gestes nécessaires à leur survie sans hésitation, en allant parfois plus vite que s'ils devaient répondre aux commandes de la volonté, à tel point qu'ils vont rapporter, pour 40% d'entre eux, qu'ils ont l'impression d'être pilotés de l'extérieur, comme guidés par un ange, par une divinité, de ne pas se sentir vraiment présents dans ces gestes-là.
et c'est très étonnant par rapport à la vision habituelle, mais leur corps, en réalité, continue à se mouvoir et continue finalement à voir et à appliquer à la perfection les gestes qu'ils ont auparavant appris. Alors tout ça, on peut le rapprocher d'autres formes de dissociation non pathologique. Je ne vous apprends rien en vous parlant de l'hypnose, aussi dans des formes de méditation, on va avoir des phénomènes similaires, dégagement d'automatisme moteur d'un côté, et puis une libération de la lucidité de l'esprit de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous présenter une expérience qui essaie de synthétiser tout ça. Elle m'a été racontée assez récemment par Ronald. En 2008, il est comédien. Il rentre d'un spectacle à 3 heures du matin, mais il m'assure qu'il n'a pas bu. Il rentre en moto, il est seul sur la route, et du coup, pour aller plus vite, il fonce à 160 km/h. C'est alors que son guidon se met à tourner à gauche, à droite, très vite, très violemment, ce qui fait dangereusement osciller la moto. Il tente de décélérer, il tente de freiner de l'avant, il tente de freiner de l'arrière, il tente de maîtriser le guidon, mais rien n'y fait, sa moto devient complètement folle. Il apprendra par la suite que ce phénomène est surnommé le guidonnage, et les poignées de guidon touchaient quasiment le bitume dans l'oscillation, ce qui était extrêmement dangereux. Game over. C'est les deux mots, ce sont les deux mots qu'il a reçus ou qu'il a exprimés. Il ne sait pas, il y a une sorte d'incertitude. En tout cas, il avait une certitude, c'est que sa fin était inéluctable et allait survenir dans quelques secondes. Il a repéré à ce moment-là une sorte de flux de pensée qui était tourné vers la troupe du spectacle qu'il avait quitté, parce qu'en réalité, il y a quelques jours, le rôle principal s'était blessé, et du coup, on avait dû le remplacer, redistribuer les rôles, et il se disait que si lui mourait, ses collègues n'allaient pas être très contents, et ça allait poser d'autres problèmes, le spectacle serait à nouveau interrompu. Et voilà, cette culpabilité lui a amené une image, une scène, où il était en fauteuil roulant, ou quelque chose comme ça, entouré des comédiens et devant leur expliquer, devant présenter ses excuses à tous ces gens-là, quoi. C'est une culpabilité qui est insupportable pour lui et il décide de tout tenter pour ne pas attendre le crash. Et il prend donc la décision de s'éjecter en s'élevant le plus haut possible. Il analyse qu'à cette vitesse, il finira au minimum tétraplégique. Il se voit en fauteuil roulant, donc, comme vous avez dit. Et il va décrire donc des pensées et des gestes qui sont du coup effectués en une fraction de seconde. Il va reculer les pieds pour prendre le meilleur appui possible sur les repose-pieds. Il va se lever, il se met debout sur ceci. Il inspire profondément, il plie les genoux, il exécute la détente. Et à ce moment-là, il se dit néanmoins que c'est quand même suicidaire. Mais c'est pas rien comme idée. Parce que malgré son casque, à ce moment-là exactement, il ressent comme une gifle de vent qui lui fait tourner violemment la tête vers la gauche. Mais quand la tête revient, il se remet droite, il aperçoit un panneau au milieu de la route. Un panneau publicitaire, bizarre. C'est un panneau fixe qui ne bouge pas, malgré le panorama qui est en train d'osciller. Et il s'approche de lui, et Ronald découvre qu'il y a derrière ce panneau une infinité d'autres panneaux. Et donc le premier panneau s'approche, et au lieu de lui foncer dessus, il pivote au dernier moment et il se met à sa gauche. Il y reste quelques secondes, il accompagne sa trajectoire, et il ressemble à une sorte de petit écran de cinéma de 2 mètres sur 3. Puis il part. Et derrière lui, à toute vitesse, il y en a un deuxième qui arrive, un troisième, etc. Après une dizaine de panneaux, Ronald comprend que ce sont ses propres souvenirs qui sont présentés ainsi. Et sur le moment et dans les jours qui vont suivre, il va se souvenir de plusieurs de ses souvenirs qu'il a aperçus. Et il ne sait plus dans quelle heure vraiment aujourd'hui ils se sont présentés, mais il a vraiment eu l'impression de voir défiler des millions de souvenirs qui composaient sa vie. Il y a une prise de conscience à ce moment-là de son état. Il se sent comme un touriste au musée, dit-il, d'un calme olympien, presque en état de béatitude. Il se demande s'il est déjà mort, si c'est son cerveau qui lui transmet ces images. Et soudain, l'une des images ne s'en va pas. Elle persiste à le suivre à sa gauche. Il a l'impression d'hurler dans son casque « Mais qui m'envoie ça ?» Il n'y a pas de réponse. Et il va alors se rendre tout simplement dans le panneau. Il va sortir de son corps, dit-il, pour entrer dans ce souvenir qui se présente comme une encadrure de porte sans porte. Il arrive dans une pièce qu'il connaît bien. C'est en fait le chalet où il habitait enfant avec ses parents. Donc, il ne voit pas son corps, mais il se sent en train de se balader en contemplant les murs, le plafond, le tapis, la table, les photos, etc. Et il tourne la tête vers le salon adjacent et là, il se découvre lui-même, enfant, 6-7 ans, occupé à jouer avec des petites figurines, qui est assis devant le poste de télévision en noir et blanc.
Il sait alors que nous sommes un dimanche soir. Il le sait parce qu'il sait qu'il attend de pouvoir regarder Les Schtroumpfs, son dessin animé préféré. Il est belge. L'émission qui se joue à ce moment-là s'appelle Contact. Alors, vous ne connaissez pas, mais c'est un gendarme qui donne des conseils de sécurité routière. Donc, Ronald pénètre dans le salon, il s'avance lentement près de son alter ego enfant. Il veut découvrir son visage, dissimulé par des mèches de rouquin et vu de profil. Mais quand il s'approche comme ça, il commence à entendre comme si on avait augmenté le volume de la télé. Et le gendarme qui présente l'émission déclare très calmement avec son accent, je ne vais pas vous le dire parce que c'est une catastrophe, en cas de guidonnage, accéléré. Il comprend alors pourquoi il est là et il est immédiatement réaspiré dans son corps. Il se retrouve pile au moment où il prend la gifle, en état d'éjection de son véhicule. Donc en fait, son corps s'élève au ralenti dans les airs, il y a encore juste ses mains qui sont en contact avec la moto et qui lui permettent in extremis une dernière et puissante accélération. Le moteur vrombit, s'accroche lui solidement, il retombe couché sur sa moto comme une merde, dit-il, les pieds raclant le bitume après 200 km/h, mais seconde après seconde, la moto se remet sur de bons rails et il parvient, au bout d'un effort surhumain, à se hisser de nouveau sur la selle et il finit par rentrer chez lui à 30 à l'heure, il ne faut pas rigoler non plus. Il ne voulait pas s'arrêter par crainte de tomber dans les pommes ou de simplement plus jamais oser remonter sur une moto. Et depuis ce soir-là, il se considère comme bénéficiaire d'une extra life. Je pense donc qu'on peut parler d'une transe de mort imminente, qu'il s'agit d'un état modifié de conscience, avant d'être des expériences avec des considérations différentes, qu'il s'agit d'une sorte d'état d'urgence, d'un mode alerte rouge qui serait présent en chacun d'entre nous. Il n'y a pas de profil qui se dégage dans la littérature de gens qui auraient ou pas l'expérience de mort imminente, c'est juste des conditions qui permettent ça. Et finalement, si c'est programmé chez tout être humain, ça peut court-circuiter la mécanique habituelle des relations corps-esprit avec l'idée que ça apporte un avantage. Et je postule donc que ça permet de maximiser les chances de produire des actions de survie en mobilisant toutes les ressources de l'organisme face à une menace mortelle perçue comme immédiate, même si cette menace, au final, se révèle factice, il suffit de le croire au moins un instant. Certains auteurs ont suggéré que également le fait de contempler tous ces souvenirs dans une attitude sereine d'acceptation des événements, c'était un refuge pour la psyché, ça réduisait les répercussions post-traumatiques, du moins sur le court terme, peut-être sur le long terme, ça demande encore à être étudié. Donc, il ne manque pas d'hypothèse psychologique sur le possible avantage adaptatif de cette transe, mais j'ai proposé dans mon livre « La mort, une expérience » un modèle un petit peu plus poussé de ce vécu. Je parle, moi, d'une disjonction. C'est un terme que j'ai voulu un peu plus neutre, même s'il n'est pas forcément très heureux non plus, qui nous amène à voir finalement deux facettes de l'esprit et qui est entraîné par la conviction soudaine de la menace mortelle, le game over. La notion de disjonction, ça reprend l'idée d'une désintrication de processus habituellement intriqués, dont les deux produits seraient deux formes de conscience simultanées et contradictoires. Habituellement, la conscience, c'est le produit commun de ces deux formes interpénétrées, si bien qu'il est difficile pour nous, habituellement, de restituer une expérience de soi-même qui n'est plus unitaire. On n'a pas l'habitude de voir double à ce niveau-là. Et la même bipartition se retrouve chez de nombreux auteurs comme Noyes et Cléty, cette idée qu'il y a deux processus complémentaires en jeu. Et un des auteurs qui en parle le mieux, c'est Henri Bergson, qui s'est intéressé énormément aux expériences de mort imminente et qui fournit une théorisation de celle-ci. Alors, à la fin du 19e siècle, les EMI avaient déjà suscité l'intérêt de beaucoup d'intellectuels. En fait, le terme expérience de mort imminente a été créé par un philosophe de Nancy en 1896. Et Bergson avait lu tous ces travaux. Il l'intègre déjà dans Matière et mémoire parce qu'il trouve que c'est le fait le plus instructif qui vient soutenir sa théorie des deux mémoires. Il s'intéressait en fait à la qualité des souvenirs qui inondent le sujet dans cet état. Et des recherches effectivement récentes ont montré que les souvenirs de EMI ne ressemblent pas à des souvenirs de rêve ou à des souvenirs d'autres expériences imaginaires ou même vécues, et qu'ils paraissent même subjectivement plus réels que la réalité. Les deux mémoires, chez Bergson, ça demande peut-être de revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il met là-dedans? En fait, il parle d'une mémoire pure qui n'oublie rien et qui est constituée d'images souvenirs personnels qui seraient toujours quelque part, qui localiseraient tous les événements qu'on a vécus par leur contenu et leur place dans le temps.
Et de l'autre côté, il y aurait une mémoire habitude qui est faite de mécanismes moteurs qui utilisent ce passé pour agir et qui, du coup, filtre aussi ce qui va être utile pour l'instant. Donc, cette mémoire habitude, elle se forge par des répétitions, des apprentissages, comme le fait d'apprendre une leçon, et c'est celle qu'on utilise au quotidien. On n'a pas tous nos souvenirs disponibles tout le temps. Ces deux mémoires semblent aller en sens contraire, selon Bergson, mais en réalité, dans notre fonctionnement au quotidien, elles se combinent. Je vais vous montrer comment. Ces deux mémoires, pour Bergson, pour les articuler, ça demande de comprendre quel est le rôle du corps et plus particulièrement du cerveau. Le rôle du cerveau, selon Bergson, c'est de choisir à tout moment parmi les souvenirs ceux qui peuvent éclairer l'action commencée et d'exclure les autres. Donc, un rôle de filtre. Et il filtre en fonction d'un principe qui est l'attention à la vie. Donc, qu'est-ce qui est utile là, dans le présent, dans l'action, pour faire ce que j'ai à faire? Et donc, il y a finalement un processus en plusieurs étapes. Il y a des perceptions emmagasinées sous une forme passée qui sont donc nos souvenirs personnels et d'autres sous forme présente qui sont nos habitudes motrices. Il va y avoir une contraction de ces deux formes de mémoire qui vont donc se rencontrer davantage. La mémoire vraie, dit Bergson, fait un mouvement de rotation et de translation. En fait, elle cherche à présenter les souvenirs qui pourraient être le plus intéressants par rapport à la situation présente. Et la mémoire habitude, elle va piocher là-dedans, elle va opérer une sélection en fonction de l'état sensorimoteur. La zone contractée réunit les souvenirs utiles, ceux qui vont remonter à la surface, sous forme de représentation de schèmes, et ça va inhiber les souvenirs impuissants. À partir de là, peut naître un ordre d'action. Voilà ce qu'il faut faire. Vous pouvez avoir une représentation globalement de ça, hein, c'est un peu imagé en grandeur nature, mais vous rentrez dans une pièce, vous avez oublié ce que vous veniez chercher. Et il y a même des chercheurs qui ont utilisé ça. Vous revenez en arrière au moment où vous étiez dans l'autre pièce, vous vous remettez dans l'attitude sensorimotrice qui va avec, et là, le souvenir revient. Donc vraiment, cette combinaison du souvenir utile. Mais cette attention à la vie n'est pas constante, c'est plutôt une variable dont le revers est le désintéressement à la vie. Et la mémoire est dans une situation de tension permanente qui l'incline à soit s'insérer dans l'action présente, soit s'en détacher. Elle ne reste pas neutre, elle bouge tout le temps. Lors de la détente, donc de cette tension, la mémoire va régresser, va se dilater, va se désolidariser de la coordination avec le corps. La finalité n'est non plus l'action, mais la contemplation. Et Bergson dit qu'elle circule sur le plan du rêve. Donc on peut figurer ce processus de désintéressement à la vie sous trois étapes. Il y a d'abord un déséquilibre sensorimoteur qui peut être d'origine psychologique. Ensuite, une dilatation des deux mémoires, elles s'écartent. La mémoire vraie se détache du présent. La mémoire habitude relâche son exigence pratique. Elle fait moins de contraintes. Et il en émerge une contemplation, c'est-à-dire une représentation du passé qui prend le pas sur le présent. Vous avez un exemple très simple. C'est tous les soirs, normalement, vous dormez, sauf pour certains qui n'arrivent plus à dormir. Mais le temps du sommeil, c'est un temps extrême d'inattention à la vie. Il y a un relâchement psychique qui permet à la masse innombrable des sensations éprouvées associées directement aux souvenirs passés accumulés de revenir sous une forme déguisée et proliférante. Donc Bergson va dire que le rêve contient toute la vie mentale, c'est de la mémoire pure, l'intégralité des souvenirs passés, à l'exception de l'attention à la vie. Il n'y a pas cette contrainte. Du coup, ça donne des rêves instables, absurdes, mais aussi extrêmement vifs, avec une production inouïe d'activités oniriques. Mais en plus de cette analyse du rêve commun, Bergson recourt à des observations d'exaltation de la mémoire, comme autant de preuves en faveur de sa théorie. Et il tient cette mémoire panoramique qui surgit lors des EMI comme une illustration instructive. Il s'est intéressé aussi beaucoup à l'hypnose qui permettait de retrouver des souvenirs qu'on n'avait pas forcément pensé enregistrer, mais aussi des cas spontanés de glossolalie par hypermnésie, des gens qui parlent des langues qui n'ont même pas connaissance d'avoir appris, etc. Mais cette mémoire panoramique, c'est vraiment un relâchement pour lui, au moins fonctionnel de la tension du système nerveux, qui est normalement toujours prêt pendant la veille à prolonger l'excitation reçue en réaction appropriée. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas là une tension, un raidissement, une suractivité de l'esprit, parce que les autres chercheurs disaient, mais c'est une super mémoire, ça doit mobiliser beaucoup d'efforts métaboliques. En réalité, il dit Bergson, non, c'est l'inverse. Il y a au contraire un relâchement de la tension habituelle de celle-ci. Ce serait une diminution ou peut-être une déficience
qui provoque le jaillissement dans l'esprit de la chose la plus positive qui soit, c'est-à-dire le souvenir total, la saisie du moi par lui-même. Donc, dans l'EMI, il y aurait cette séparation de deux mémoires habituellement combinées. Et ce que dit Bergson, c'est qu'on devrait constater une exaltation de la mémoire spontanée dans la plupart des cas où l'équilibre sensorimoteur du système nerveux sera troublé, une inhibition contraire dans l'état normal de tous les souvenirs spontanés qui ne peuvent consolider utilement l'équilibre présent. Donc, cette détente de l'esprit, ce relâchement, voilà comment il rend compte des choses. Et effectivement, dans cette expérience, on observe ce qu'on pourrait appeler la perception pure également, donc la mémoire pure qui est donc cette mémoire d'un accès total, mais également l'inverse, c'est-à-dire une perception qui est détachée des souvenirs, qui se base uniquement finalement sur des mémoires habitudes, des schèmes sensorimoteurs déjà appris, et ça va pour les sujets avec tous ces automatismes, cette impulsivité qu'ils ont l'impression d'exécuter, l'accélération des mouvements et des pensées qui n'est plus du tout dans une hésitation par rapport au fonctionnement habituel de l'esprit, où il y a toujours un petit peu d'inhibition, un petit peu de temps de latence. Là, c'est direct. Et finalement, il y a une sorte de métaphore, une expression qui est utilisée, qui est celle d'énergie du désespoir, et qui se retrouve pour beaucoup de ces gens. Vous avez encore des études à affiner, mais beaucoup des gens qui vivent des EMI qui vont dire que leur pensée était plus claire que d'habitude, plus rapide, plus logique, et qui sont mieux parvenus à la contrôler. Une représentation de ce que pourrait être l'expérience de mort imminente selon le même schéma de Bergson, ce serait l'idée qu'on démarrait avec une disjonction de ces deux mémoires. Au lieu de simplement se dilater, s'écarter, là, elles rompent leur unité, elles perdent donc l'unité de la conscience, elles se divisent en une conscience qu'on peut appeler désincorporée parce qu'elle est beaucoup moins embodied, elle est disembodied du coup, et une conscience hyper incorporée parce que là, elle est vraiment basée sur comment le corps réagit à l'environnement, sur un circuit fermé de perception pure. Donc cette conscience désincorporée, par un mouvement de distanciation avec la situation, va s'orienter vers un scénario de survie à partir des souvenirs personnels. Et chaque EMI est différente à ce titre, avec des influences personnelles et culturelles. Et dans le même temps, la conscience hyper incorporée, par un mouvement de focalisation sur le présent, sur l'action, s'oriente vers une action de survie à partir des habitudes motrices. Lorsque la survie est atteinte, le sujet va produire une nouvelle jonction, c'est-à-dire il va devoir recoudre cette division, ce n'est pas si simple pour tout le monde, et il va recoudre finalement ces deux mémoires. Si je reviens sur l'expérience de Ronald, on voit bien comment cette transe de mort imminente est également une crise de la présence. Le game over signale un brusque désintéressement de la vie né de la conviction soudaine qu'on va mourir à l'instant, la définition de Bergson du point de départ. Et ça introduit cette disjonction et qui rend possible un fonctionnement exceptionnel en termes de ressources. Le temps extérieur ralentit tandis que la pensée est rapide et vive. Il y a des calculs pragmatiques quant aux meilleures solutions de survie qui vont jouxter des flux de pensée qui sont tournés vers le futur ou vers le passé. Et on observe une complémentarité entre un soi participant qui est pris dans l'action, qui est donc cette conscience hyper incorporée, et un soi observant, plutôt détaché, pris dans la contemplation, qui correspond à cette conscience désincorporée. Si Ronald avait simplement fait quelques gestes et puis avait sauté de son véhicule, son expérience aurait déjà été intéressante. Et d'ailleurs, il a rapporté qu'il avait déjà vécu un accident de voiture où il avait finalement réussi à se faufiler entre deux véhicules au ralenti. Donc, il avait déjà vécu des choses similaires, c'est très courant. Mais là, dans cette séquence-là, il y a un moment, il a considéré que la solution qu'il avait initialement trouvée n'était pas optimale, on pourrait dire que c'était même suicidaire, et que ça a laissé place à un relais pris par la mémoire pure dans cette expérience. Et donc, il a basculé sur un tout autre versant subjectif, qui en réalité est simultané, comme vous l'avez compris, de son vécu. Et à partir de cet autre versant subjectif, il a organisé la recherche du souvenir utile pour se sortir de là. Tout son être était tourné vers la recherche d'une solution de sauvetage, et il se trouve qu'elle était déjà là, quelque part en lui, enregistrée par inadvertance dans son enfance. Et cette information en poche, il réintègre à nouveau le plan du réel, où son corps sert de point d'intersection. En somme, l'expérience de mort imminente n'est pas qu'une vaine contemplation de dernière minute, elle reste articulée à la perception du présent et à l'exigence pratique. Si Bergson va discuter avec d'autres chercheurs de la connexion entre sa théorie de la mémoire pure,
mais aussi la question d'une survie de quelque chose après la mort du corps, sa théorie, en réalité, nous permet de maintenir l'EMI parmi les phénomènes psychologiques qui ont d'abord une visée utilitaire pour le vivant. Ça ne concernerait la mort que en ce qu'elle peut d'abord permettre de l'éviter, au prix d'une rupture temporaire et partielle de la jonction entre l'esprit et le corps qui ne va pas sans risque. Il y a donc une réaction psychosomatique ultime qui peut avoir des conséquences cliniques dans un défaut de réappropriation, de réintégration de ce vécu hyper réaliste et presque indélébile. Il y a plein de modèles interprétatifs qui n'aident pas forcément à en tirer le meilleur. Le dualisme interactionniste de Bergson, c'est probablement pas la solution scientifique la plus favorisée actuellement, mais je trouve qu'elle propose un cadre fécond pour penser ces vécus au sein d'une théorie globale et cohérente de relations entre corps et esprit. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Il y a des questions? Alors, moi j'ai une question, enfin, ça m'a beaucoup interrogée dans ces processus, comme si c'était au ralenti, et j'ai pas pu m'empêcher de mettre ça en superposition avec ces phénomènes d'intuition locale où, en fait, quelque part, la personne, elle va passer dans un mode automatique pour résoudre une situation d'adversité, de survie, une situation, par exemple, moi qui suis soignante de réanimation, etc. Et je me demandais, en fait, tu voyais des passerelles entre ces deux phénomènes. C'est comme si, là, on avait un déroulé, image par image, de ce qui, en fait, peut-être pourrait se passer en accéléré quand quand tu as une décision rapide à prendre, et en fait, que ça se matérialise par un sentiment d'intuition qui va être finalement local, parce qu'il va faire appel à tous tes apprentissages, tes savoirs, tes souvenirs, tout ce qui a pu être encodé à un moment quelque part. Et effectivement, je pense que déjà, ça se rapproche de la dissociation classique. Je pense qu'il y a plein de situations pour ressentir des choses similaires. Je dirais même qu'il y a certaines personnes qui essaient de l'entraîner. Des sportifs, par exemple, qui pratiquent des sports extrêmes, vont justement, et c'est un peu grisant, retrouver ces états de ralentissement de la perception du monde extérieur et d'une meilleure coordination sensorimotrice. Mais finalement, c'est quelque chose qui, là, arrive spontanément chez n'importe qui. Et c'était ça qui était intéressant, c'était l'idée qu'on a tous ça en nous, et que si on l'a en nous, peut-être on peut le réactiver d'une manière, soit par des disciplines psychocorporelles, soit peut-être même, pour certains, ça va être des tentatives de rechercher des drogues comme la kétamine qui reproduisent ce type de sensation. Merci, Ron. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment super passionnant. Et du coup, il me vient une question, parce qu'il dit qu'il a vu plein de panneaux, plein de souvenirs défiler, des millions. Mais du coup, à quel point, en fait, c'était plutôt pas un accès parallèle, je ne sais pas, par exemple, si on suppose que c'était dans l'hippocampe, accès à des milliers de souvenirs en parallèle, et qu'en fait, ça lui a donné cette réaction de façon complètement motrice, réaction, et qu'après, c'est sa conscience qui a reconstruit, comme dans un rêve, toute cette séquence, alors qu'en fait, c'était un truc instantané et parallèle, et pas du tout. Enfin, je ne sais pas, est-ce il y aurait des matières à des expériences là-dessus ou je sais pas. Effectivement, on ne peut pas, sur ce témoignage, séparer les deux hypothèses, c'est-à-dire la reconstruction extrêmement a posteriori du vécu subjectif qui va de pair avec ce qu'il a vécu. C'est déjà le point de départ, en fait, justement pour l'étude de ces souvenirs particuliers, parce qu'il y avait le rêve de la guillotine de Marais. Marais rêve qu'il est condamné à mort. On va le chercher dans sa cellule, on l'amène, passe devant la foule, on le met sur la guillotine tombe, sa tête est coupée, et là il se réveille, en fait, la tête de lit venait lui tomber dessus. Et donc, il y a eu une controverse au 19e siècle pour comprendre, est-ce qu'il avait inventé ce rêve qui avait duré subjectivement, je sais pas, très longtemps, juste parce qu'il avait peut-être entendu que la tête de lit allait tomber, etc. Ou à quelle vitesse ça va à la pensée, en fait. C'était ça leur idée de départ. Ce qu'il faudrait, et c'est le cas dans certaines expériences, c'est avoir des témoins extérieurs.
il y a des cas où en fait les gens peuvent dire tu as fait des trucs de malade. Genre, tu as déplacé ta voiture comme si tu étais un pilote de Formule 1, mais pas Schumacher. Un autre, hein, c'est un mauvais exemple. Mais il y en a, voilà, ils font des choses qui concrètement ne leur ressemblent pas et qu'ils ont vécu en temps direct. Je veux dire, ça peut être un soldat au milieu du front ou avec ses collègues qui dit que le temps a tellement ralenti qu'il a vu la balle arriver et qu'il a fait comme dans Matrix pour l'éviter. Donc, pour l'instant, il y a une indécision. Il faudrait effectivement documenter davantage ces moments de sauvetage. Bonjour Renaud, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Alors moi, je me demandais, parce que tout ce que tu as décrit là sur les EMI, moi j'ai l'impression d'avoir, enfin, il y a des symptômes que j'ai vécu sans avoir eu de EMI, mais à un moment de ma vie où j'ai eu un gros choc psychologique. Et il y avait vraiment cette idée de d'un côté être en pilote automatique, ne pas montrer au reste du monde l'état d'ébranlement dans lequel j'étais à l'intérieur. Et puis une conscience très rationnelle de ce qu'il fallait faire pour se sortir ou au moins survivre en fait par rapport à cet état psychique très difficile. Donc du coup, je te rejoins là-dessus sur le fait qu'en avis on a tout ça pas que et on peut le vivre pas que dans des situations d'amis. Mais ça m'amène à te poser la question de comment aujourd'hui, est-ce que ça existe, c'est pris en charge cette manière de recoudre après coup ces deux mémoires, parce que tu dis que ça peut aussi laisser des traces psychosomatiques, et je pense que c'est vrai, c'est un travail qui est long. Est-ce qu'il est pris en charge aujourd'hui cliniquement et comment et d'autre part, plutôt que de partir, c'est intéressant de partir à mon avis de l'exemple de l'EMI pour voir comment on peut réinduire de manière factice avec des techniques psychocorporelles ou des psychédéliques ce type de dissociation à des fins peut-être thérapeutiques, mais inversement aussi, comment à partir d'expériences qui sont mal encadrées par des professionnels de santé ou rituels, comme une prise d'ayahuasca ou de psychédéliques qui pourraient aller faire trop vite, aller dans des états un peu dissociatifs comme ça, comment on peut accompagner ces retours aussi qui peuvent être un peu difficiles, quoi. Voilà. Je vais essayer de répondre à tout, mais très vite. Sur le premier point, j'ai oublié, c'est parti. Je dirais que la dissociation dont tu parles un petit peu entre je fonctionne en automatique et en même temps il y a une autre partie de moi, c'est peut-être une compréhension globale du psychisme, hein. Finalement, les hypnotiseurs savent il y a beaucoup de thérapeutes que la solution, elle est déjà chez le patient. En fait, s'il atteint la lucidité, s'il s'éveille, s'il ressent cette lucidité, cette intuition qu'il a en lui, il sait quels sont ses problèmes et comment les résoudre. Il ne trouve pas la force mentale de relier les deux, mais on pourrait dire que c'est déjà le cas. C'est vrai que la présentation que je donne des EMI souvent fait dire aux gens, mais en fait, j'ai peut-être vécu une EMI quand j'ai évité tel accident, quand je suis tombé d'une échelle et j'ai fait un truc incroyable, mais j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu de lumière. Alors, est-ce que c'est une EMI? En fait, ça devient un problème de définition. On a tourné l'EMI d'un côté extrêmement mystique qui ne restitue pas le continuum des expériences qu'on peut avoir de ce côté-là. Mais quand on regarde, en fait, globalement, tu parles de l'usage thérapeutique, il y a deux choses. Je dirais qu'il n'y a pas de thérapie actuellement vraiment formatée, prouvée, efficace là-dessus. Il y a des pistes, mais vraiment très légères. Mais ça ne nous a pas empêché, enfin, je dirais, nous, occidentaux, toute l'humanité, d'utiliser l'EMI, et en fait, les chocs de l'effroi de la mort, comme une action thérapeutique, un levier thérapeutique. Je donne des exemples qui sont par exemple le saut de Leucade. Il y a une île en Grèce où il y a un temple d'Apollon à 70 mètres de hauteur. Ils ont jeté les gens dans la falaise, dans l'eau. S'ils survivaient, ils étaient guéris. Et en fait, on a utilisé le même principe systématiquement dans toute la psychiatrie pour se dire que les chocs qui nous ramenaient sur cette grande expérience de la mort étaient ceux qui permettaient de nous faire renaître et de nous renouveler complètement.